Goedemorgen, welkom op deze persconferentie op vrijdag 5 maart, waarin we jullie een stand van zaken geven van de pandemie in ons land. En daarvoor geef ik onmiddellijk het woord aan Steven van Gucht. Goedemorgen iedereen, bonjour tout le monde. De vaccinatiecampagne in de woonzorgcentra laat meer en meer haar effecten voelen in de coronacijfers. Dit stelt ons hoopvol, want het toont aan dat een oplossing binnen handbereik is. Tegelijkertijd mogen we ons nog niet laten verblinden door dit lichtpunt. Het virus blijft nog steeds circuleren en blijft nog even gevaarlijk als voor de start van de vaccinatiecampagne. Ondanks de daling van de overlijdens bij de 85-plussers zien we vandaag namelijk een toename van de overlijdens bij de personen jonger dan 85 jaar. Het blijft dus cruciaal om ons ook in deze overgangsperiode aan de maatregelen te blijven houden. En zo het aantal nieuwe besmettingen bij het niet gevaccineerde deel van de bevolking onder controle te kunnen houden. De afgelopen week werden er gemiddeld 2359 nieuwe gevallen per dag vastgesteld. Dat is nog een lichte toename van plus 2%. De toename in het aantal besmettingen lijkt daarmee voorlopig ten einde. En waarschijnlijk gaan we vanaf morgen opnieuw dalingen mogen optekenen. Vorige week donderdag lijkt daarmee het voorlopige hoogtepunt van de huidige opstoot, met een weekgemiddelde van 2419 nieuwe gevallen per dag. In Vlaanderen zien we reeds een lichte daling van min 4%, terwijl in Brussel en Wallonië nog toenames van plus 16 en plus 8% worden opgetekend. Vooral de provincie Henegouwen kent nog een grote toename. De trend verschilt volgens leeftijdsgroep. Er zijn beperkte dalingen bij kinderen van min 5%, bij 40ers en 50ers van min 3%, en opnieuw een forse daling bij de 90-plussers met min 29%. Bij de andere leeftijdsgroepen zijn er wel nog toenames en in het bijzonder bij de tieners met plus 14%. De voorbije 2 weken werd iets meer dan de helft, of 51%, van de besmettingen veroorzaakt door de Britse variant. De Britse variant wordt daarmee dominant, terwijl het aantal besmettingen met de Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse varianten beperkt blijven tot respectievelijk 4,4% en 1,9% van de besmettingen. Deze recente evolutie van de besmettingen doet de hoop rijzen dat een derde golf kan vermeden worden. We blijven het daarmee beter doen dan vele andere Europese landen. Het toont aan dat minder strenge maatregelen kunnen werken, mits de bevolking ze blijft dragen en volgen. En ondanks dat we terecht al eens meer zeuren en morren, gaan we ons hier duidelijk niet laten kennen. De ziekenhuisopnames nemen weliswaar nog steeds toe. De voorbije 7 dagen waren er gemiddeld 156 nieuwe ziekenhuisopnames per dag. Dat is 23% hoger dan de week ervoor. Deze toename doet zich over zowat het hele land voor, met de belangrijkste toenames in Antwerpen, Henegouwen en West-Vlaanderen. In totaal liggen er nu 1906 COVID-patiënten in de Belgische ziekenhuizen. Dat is een toename van 8%. 426 patiënten liggen op intensieve zorgen. Dat is een toename van 15%. De toename van patiënten op intensieve zorgen doet zich voor in de meeste provincies. We hopen dat de stabilisatie van de besmettingscijfers zich spoedig ook zal vertalen in een stabilisatie van de ziekenhuisopnames.
De overlijdens gaan verder in dalende lijn, maar met duidelijke verschillen tussen rusthuisbewoners en niet-rusthuisbewoners. Gemiddeld vielen er de afgelopen week 26 overlijdens per dag te betreuren. Dat is 7% minder dan de week ervoor. We zien echter wel dat deze daling enkel te wijten is aan de rusthuisbewoners, waar het aantal overlijdens 58% lager is dan vorige week. Bij de algemene bevolking zijn er 32% meer overlijdens. 26% van de 85-plussers kreeg ondertussen een eerste inenting. En iets meer dan 540.000 mensen, of 4,7% van alle Belgen, hebben reeds een eerste vaccindosis gekregen. Iets meer dan 325.000 Belgen hebben een tweede dosis gekregen en dat is 2,8% van de totale Belgische bevolking. Vervolgens bespreken we nog de situatie in de woonzorgcentra. Ondanks de intense circulatie van het virus in de algemene bevolking blijven onze woonzorgcentra het beter doen. Dit is ongetwijfeld dankzij de vaccinatie, maar we willen toch ook het zorgpersoneel nog eens erkennen voor hun inzet en moed. Dit was ongetwijfeld het zwaarste jaar in hun carrière en hopelijk kunnen ze nu een rustigere tijd tegemoet gaan. Het aantal nieuwe bevestigde COVID-gevallen daalde de voorbije week verder in Vlaanderen van 2,1 naar 0,7 gevallen per 1000 bewoners. Ook in Brussel was er een daling van 3,1 naar 1,4 per 1000 bewoners. In Wallonië was er nog een lichte stijging van het aantal besmettingen, gaande van 1,5 naar 1,9 per 1000 bewoners. Maar het gaat hier om kleine aantallen. 7% van de Vlaamse woonzorgcentra rapporteerde minstens 1 COVID-besmetting, tegenover 8% verleden week. In Wallonië was dat 6% tegenover 9% verleden week. En in Brussel 9% tegenover 11% verleden week. Ook grote uitbraken met 10 of meer gevallen worden steeds zeldzamer. Slechts 2% van de Vlaamse woonzorgcentra kent momenteel nog een grote uitbraak. Verleden week was dat nog 3%. En in Wallonië is dat 1%. In Brussel werden geen grote uitbraken gemeld. Bovendien moesten er ook minder woonzorgcentrumbewoners opgenomen worden in het ziekenhuis omwille van COVID. Het waren in totaal 40 in de voorbije week. En dat bedraagt nog slechts 3,7% van het totaal aantal ziekenhuisopnames. Ook het aantal overlijdens van woonzorgcentrumbewoners daalde opnieuw van 104 naar 36 overlijdens op 1 week. Vervolgens zouden we nog een thema willen bespreken rond de kans op besmetting in open lucht. Zoals u weet staat een mogelijke uitbreiding van de buitenactiviteiten vandaag op de agenda van het overlegcomité. Buiten is het inderdaad veiliger dan binnen. Maar dat betekent niet dat we elkaar buiten niet kunnen besmetten. We overlopen met u even de verschillen. U weet dat mensen elkaar kunnen besmetten, zowel via grote als kleine druppels. Grote druppels vallen snel neer en reiken meestal niet verder dan 1 meter. Vandaar de veilige afstand van 1,5 meter. Grote druppels zijn besmettelijk, zowel binnen als buiten. Ook kleine druppels, of de zogenaamde aerosolen, kunnen iemand besmetten.
Kleine druppels maken in de buitenlucht echter veel minder kans om iemand te besmetten. Door hun heel klein volume vervliegen en verdunnen ze immers snel in de buitenlucht. Binnen kunnen kleine druppels besmettelijk zijn, zowel over korte als lange afstand. Ze hangen als een wolk voor de mond, waardoor ze ook besmettelijk zijn over korte afstand. En op deze figuur ziet u een van de meest ideale manieren om iemand te besmetten. 2 mensen zitten naast elkaar. 1 persoon draait het hoofd om de andere aan te spreken. Meestal zit je dan dichter bij elkaar dan wanneer je tegenover elkaar staat. En zo krijgt de gesprekspartner een wolk van dikke en dunne druppels in het gezicht. Wanneer we lang in een slecht verluchte ruimte verblijven, kunnen kleine druppels ook besmettelijk worden over langere afstand. Kleine druppels kunnen immers blijven zweven, net zoals sigarettenrook. En wanneer je lang in een slecht verluchte ruimte verblijft, kunnen deze fijne druppels de ruimte beginnen opvullen en wordt de lucht in de ruimte besmettelijk. Dit is iets wat je in principe alleen maar binnen kan meemaken en niet buiten. We kunnen dit fenomeen voorkomen door de ruimte goed te verluchten of te ventileren. En behalve verluchten kan ook een masker helpen. Een masker vangt immers de grote druppels op, vooraleer die de kans krijgen te verdampen tot kleinere druppels. Door de verwarming in de winter wordt de binnenlucht bovendien extra droog. En daardoor verdampen grote druppels gemakkelijker tot kleinere druppels die langer kunnen blijven zweven. Uit vele onderzoeken blijkt dat de risico's om buiten besmet te worden inderdaad een heel stuk lager liggen dan binnen. Slechts 5 tot 10% van de besmettingen worden buiten opgelopen. Het merendeel van de gekende besmettingen vinden dus in een binnenomgeving plaats. Dit verschil heeft voor een groot stuk ook te maken met het feit dat het fenomeen van superverspreiding typisch een fenomeen is dat binnen gebeurt omwille van de vorming van aerosolen. Buiten kunnen die aerosolen niet opgebouwd worden en is superverspreiding heel uitzonderlijk. En dat zie je dus ook in die cijfers. De kleine druppels vervliegen buiten heel snel. Bovendien is het ook gemakkelijker om afstand te houden buiten, omdat er meer ruimte is. En het UV-licht van de zon kan ook het virus afdoden op oppervlaktes. De kans op een besmetting in de buitenlucht is dus een stuk kleiner, maar opnieuw, ze is niet 0. Denk maar aan de uitbraak van september vorig jaar in de rozentuin van het Witte Huis. Wanneer we dicht bij elkaar zitten of dicht bij elkaar staan bij een gesprek, is het ook buiten perfect mogelijk om elkaar te besmetten. Het risico op besmetting hangt af van het aantal contacten, de dichtheid en de duur van onze contacten. Als u buiten afspreekt met vrienden, doe dat dan in beperkte kring en vermijd drukke plaatsen, zodat u steeds afstand kan houden. Meestal gebeuren besmettingen voor of na een georganiseerde activiteit. Bijvoorbeeld tijdens de verplaatsing of bij een nabespreking. Uit een Franse studie blijkt dat carpoolen een risico voor besmetting is. Veel meer dan het gebruik van het openbaar vervoer. Spreek liefst ook af op plaatsen die volledig open zijn. In deels afgesloten tenten, markthallen en dergelijke kan de lucht met virusdeeltjes gemakkelijker blijven hangen. En zet in geen geval een buitenactiviteit binnen verder door bij slecht weer. Keer dan beter huiswaarts. Verder wordt het risico op besmetting ook groter
als het buitenevenement gekoppeld wordt aan indoor evenementen. Denk bijvoorbeeld aan een buitenkamp met overnachtingen. Dat is op dit moment nog geen goed idee. Zorg er dus voor dat u buiten altijd 1,5 meter afstand kan behouden. En draag eventueel een masker indien nodig. Vaak zien we dat het masker verdwijnt wanneer we samen gezellig eten, drinken of keuvelen. En het is net bij het praten dat we het meeste druppels gaan uitstoten. Dit zijn dus de momenten waarop u zeker afstand dient te houden. Vervolgens gaan we ook nog een korte update geven over de antistofonderzoeken bij verschillende groepen van mensen. We hebben nu ook resultaat van het percentage mensen met antistoffen gemeten bij huisartsen en eerste lijns zorgverleners in de huisartsenpraktijken. Een jaar lang werd dit opgevolgd door Sciensano, samen met de universiteiten van Antwerpen en Luik. Door het meten van antistoffen in het bloed krijgen we een idee van hoeveel mensen besmetting hebben opgelopen in het verleden. Er werden nu reeds stalen onderzocht van de periode 24 december 2020 tot en met 8 januari 2021. Dus einde 2020, begin 2021. En dit is voor de start van de vaccinatiecampagne. 15,1% van de huisartsen had antistoffen. Er waren echter belangrijke regionale verschillen. In Vlaanderen bedroeg het 11,3% van de huisartsen. In Brussel en Wallonië was dat een stuk hoger. In Brussel bedroeg het 18,5% en in Wallonië 20,4%. Deze resultaten zijn vergelijkbaar met de bevindingen bij bloeddonoren voor diezelfde periode, met gelijkaardige regionale verschillen. Eerste lijns zorgverleners werden dus niet vaker besmet dan de algemene bevolking, ondanks het feit dat ze vaak in contact komen met besmette patiënten. Dit wijst erop dat ze relatief goed beschermd zijn geweest dankzij correct gebruik van mondmaskers en andere hygiënemaatregelen. We hebben ondertussen ook nieuwe resultaten van het antistoffenonderzoek bij gezondheidswerkers in ziekenhuizen en bij bloeddonoren. Betreft de gezondheidswerkers in de ziekenhuizen had eind januari 24% antilichamen tegen het coronavirus. Ter vergelijking in september, en dat is voor de tweede golf, bedroeg dit nog maar 8%. We zien dus een duidelijke stijging omwille van die tweede golf, maar opnieuw volgt dit het patroon dat we ook zien in de algemene bevolking. Wanneer dat we specifiek kijken naar de bloeddonoren, en dat is een spiegel voor wat er gebeurt in de algemene bevolking, begin januari 2021 had 18% van de bloeddonoren antistoffen tegen het coronavirus. En in een laatste schatting op eind januari was dit 15%. De toename is dus tot een halt gekomen, maar verdere opvolging is noodzakelijk om tot finale conclusies te kunnen komen. Ten slotte nog een mededeling in verband met netwerkonderbrekingen bij Sciensano. Sciensano plant 3 grote netwerkonderbrekingen vanwege technische werken aan de internetverbinding. De Sciensano-websites en Lime Survey-toepassingen zullen daarom tijdens deze momenten niet toegankelijk zijn en Sciensano zal ook niet bereikbaar zijn per e-mail. De netwerkonderbrekingen staan gepland voor zaterdag 6 maart tussen 4 en 8 uur 's avonds, zaterdag 13 maart vanaf 4 uur tot middernacht en zaterdag 3 april tussen 4 uur en 22 uur 's avonds. Op die dagen kan u de recentste COVID-cijfers dus het best consulteren voor 4 uur. Dank u voor uw aandacht.
Goedendag iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors le message porteur d'espoir qu'on essaye de vous transmettre déjà depuis quelque temps, c'est que la campagne de vaccination dans les maisons de repos se fait de plus en plus sentir dans les chiffres dans ce domaine bien particulier. En même temps, ceci ne doit pas nous aveugler, le virus circule toujours, le virus n'a pas perdu sa dangerosité pendant la campagne de vaccination. Et actuellement, d'ailleurs, nous avons en partie un signe de ça dans le fait que la diminution des décès, qui est drastique, on le verra plus tard, dans les maisons de repos chez les gens de plus de 85 ans, on a par contre une augmentation modérée, mais qui existe, des décès chez les gens de moins de 85 ans, donc en dehors des maisons de repos. Il est donc toujours important actuellement, dans cette période transitoire pendant laquelle la vaccination prend son élan, de continuer à appliquer les mesures que nous connaissons bien afin de maîtriser l'apparition de nouvelles infections dans cette population non encore vaccinée et à risque. Si on s'intéresse aux chiffres, comme le montre la première diapositive, nous voyons qu'il y a eu en moyenne 2359 nouveaux cas durant la dernière semaine, ce qui est une augmentation, mais une augmentation qui n'est plus que de 2%. Cette augmentation, donc, que nous avons connue depuis quelque temps, et vous voyez que c'est la 4e depuis la résolution de la deuxième vague. Cette augmentation, donc, semble être terminée pour l'instant. Et probablement qu'à partir de demain, et donc ce week-end, globalement parlant, nous pourrons à nouveau enregistrer une diminution des chiffres de contamination. Si ceci est bien le cas, jeudi de la semaine précédente, le 25 février, aurait été le pic de recrudescence avec une moyenne hebdomadaire de 2419 nouveaux cas par jour. Si on s'intéresse à la carte de la Belgique, vous voyez qu'au niveau de la Flandre, on observe cette diminution partout, sauf une discrète augmentation encore dans la province d'Anvers. Qu'au niveau des différentes provinces wallonnes, on a exactement la même chose avec une diminution aussi, sauf dans le Hainaut, où l'augmentation reste encore importante, plus 32%. Et que pour la région de Bruxelles-Capitale, on a encore une augmentation de 16%. Au niveau des groupes d'âge que vous voyez dans la diapositive qui va apparaître, il y a vraiment des trends différents. On observe une diminution limitée chez les enfants de l'ordre de 5%, de petites diminutions dans des groupes d'âge de 40 et 50 ans, et surtout, et ceci va de pair, je dirais, avec ce qui se passe dans les maisons de repos, une diminution drastique de 29% chez les plus de 90 ans. On a encore quelques augmentations, entre autres chez les adolescents, avec plus 14%. Quant aux variants qui sont présents sur le territoire, un point important, vous le savez, quant à l'évolution et à l'évaluation des mesures à prendre pour les semaines et les mois qui viennent, on note qu'on a maintenant, depuis 2 semaines, plus de la moitié des souches circulantes qui sont le variant anglais, 51% en l'occurrence au moins, et qu'on a encore peu d'autres variants circulants, puisque le sud-africain est à moins de 5%, aux environs de 4,4%, et qu'il y a 1,9% de variants brésiliens. L'évolution récente nous montre donc que nous avons, pour l'instant, évité cette 3e vague. La situation reste relativement, chez nous, meilleure que dans d'autres pays qui nous entourent, avec, vous l'avez vu, en France, entre autres, des mesures de plus en plus importantes prises dans certains départements qui sont proches de notre pays. Ceci démontre que des mesures persistantes, comme nous les connaissons, moins strictes que celles prises en urgence, permettent de calmer une situation et de ne pas avoir de flambée épidémiologique. Il est clair que notre résilience touche un peu à sa fin, que nous avons un peu tous marre, ça c'est clair, mais que ce n'est pas le moment de baisser complètement les bras parce que nous n'avons pas encore dans notre dos assez de protection dans les populations à risque pour nous permettre ce genre de risque. Si on s'intéresse justement aux hospitalisations, les hospitalisations continuent actuellement encore à augmenter. On a eu une moyenne de 156 nouvelles hospitalisations par jour sur les 7 derniers jours, ce qui est 23% de plus que ce qui était observé la semaine précédente.
Ceci est le fait dans tout le pays, mais plus marqué dans certaines provinces, comme dans la province d'Anvers, dans le Hainaut et en Flandre occidentale. Ceci nous amène donc à avoir un peu plus de 1900 patients, en l'occurrence 1906 patients hospitalisés pour Covid, avec 426 qui le sont en soins intensifs. C'est donc une augmentation de 8% pour le total des hospitalisations et de 15% pour les soins intensifs. Cette augmentation dans les soins intensifs se répartit globalement dans toutes les provinces du pays. Nous espérons bien sûr que la stabilisation des nouvelles contaminations va induire dans les 7 à 10 jours une diminution de la même manière des hospitalisations. Si on s'intéresse aux décès, on se rend compte que les décès continuent à diminuer, mais avec des tendances très différentes selon qu'on voit ce qui se passe en maison de repos et ce qu'on voit ce qui se passe dans le reste de la société. En moyenne, nous avons dû déplorer 26 décès par jour, c'est 7% de moins que la semaine précédente, mais c'est surtout marqué par le fait que les décès en maison de repos ont diminué de 58%, donc de manière drastique, comme on vous le dit déjà depuis plusieurs fois. Par contre, au niveau des décès en dehors des maisons de repos, on assiste pour le Covid à une augmentation de 32%. Vaccination dans notre pays, quelques chiffres avant des chiffres plus détaillés mardi prochain, bien sûr, comme d'habitude. Actuellement, 26%, donc un quart de la population de plus de 85 ans a reçu une première dose de vaccin. Cela signifie qu'un peu plus de 540 000 Belges, soit un petit 5%, en l'occurrence 4,7% de la population générale a reçu une première dose et que de l'ordre de 325 000, soit 2,8%, a reçu une deuxième dose de vaccin. Comme tous les vendredis, on va vous donner quelques chiffres concernant les maisons de repos et de soins. Et là, on l'a déjà signalé, malgré la circulation qui a été un peu plus intense ces derniers temps du virus dans la société, on n'a que des bonnes nouvelles. Ceci est clairement dû au fait que la vaccination a eu son impact dans le domaine des maisons de repos. Si on s'intéresse au nombre de nouveaux cas par 1000 résidents, on se rend compte sur le premier graphique que la Flandre est passée de 2,1 à 0,7, que Bruxelles est passée de 3,1 à 1,4 et que la Wallonie a eu sur un tout petit nombre de cas une discrète augmentation de 1,5 à 1,9. Si on s'intéresse cette fois-ci aux maisons de repos dans lesquelles il y a eu plus d'un nouveau cas par jour, on se rend compte qu'en Flandre, on est passé de 8 à 7%, en Wallonie de 9 à 6% et à Bruxelles de 11 à 9%. Le troisième graphique va aller exactement dans le même sens. Et vous voyez qu'on ne pourrait pas aller mieux, je dirais, que cela, puisque si on s'intéresse aux endroits où il y a eu plus que 10 cas, la Flandre est passée de 3 à 2%, la Wallonie est à 1%, et il n'y a toujours pas de situation de ce type dans la région de Bruxelles-Capitale. Le nombre de résidents de maisons de repos et de soins qui sont hospitalisés diminue. Il est de l'ordre, en l'occurrence, de 40 en une semaine et ne représente donc plus que 3,7% du nombre de gens hospitalisés. Et je vous rappelle qu'on était entre 18 et 20% il y a encore quelques mois. Le nombre de décès au niveau des résidents de maisons de repos a aussi drastiquement diminué puisqu'il est passé de 104 à 36. Alors vous savez, on est un jour de comité de concertation et parmi les possibilités qui sont là quant à une diminution des contraintes que nous avons, il y a bien sûr l'ouverture, l'extension des activités en plein air. Il est clair, ce serait presque évident qu'en plein air, la situation est d'habitude globalement moins à risque qu'à l'intérieur, ce qui ne veut pas dire que l'on ne peut pas être contaminé lors d'activités en extérieur. Repassons rapidement ensemble en revue les différents modes de transmission et les risques à l'intérieur comme à l'extérieur. On sait que le mode de transmission majeur, c'est la transmission par les gouttelettes, que ce soit des grosses gouttelettes ou des petites gouttelettes. Les grosses gouttelettes
elles sont suffisamment lourdes pour tomber rapidement lorsque nous les émettons. Elles dépassent rarement 1 mètre, 1,20 m, et ce n'est pas pour rien que la distance d'1,50 m a été choisie comme distance de sécurité entre individus. Il est clair que ces grosses gouttelettes sont contagieuses et qu'elles le sont aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Par ailleurs, nous émettons de manière variable d'une personne à l'autre, d'une activité à l'autre, des petites gouttelettes, des micro-gouttelettes, autrement dit aussi des aérosols. Ce sont des particules de moins de 5 microns qui peuvent, elles aussi, bien sûr, infecter. Ces petites gouttelettes ont beaucoup moins de chances de contaminer quelqu'un à l'extérieur, à l'air libre. En effet, dans ce contexte d'air libre, à cause de leur tout petit volume, elles vont d'une part s'évaporer encore un peu plus et disparaître, elles vont surtout être diluées extrêmement rapidement dans l'air extérieur avec le moindre courant d'air. Par contre, en contraste, à l'intérieur, ces petites gouttelettes peuvent être contagieuses de 2 manières, d'une part à courte distance et d'autre part dans l'entièreté de la pièce. Si on prend, et on le voit sur la première photo là qui apparaît sur l'écran, si on prend la courte distance, ces micro-gouttelettes restent en suspension devant notre bouche, comme un petit nuage. Et donc ceci est une contagiosité à courte distance, à quelques dizaines de centimètres de notre visage. C'est typiquement ce qui se passe lorsqu'on est assis côte à côte à une table, par exemple, ou lorsqu'on se tient côte à côte, debout, l'un près de l'autre. Transmission possible là par grosses gouttelettes, mais aussi par ces micro-gouttelettes en nuages de proximité. Si on reste longtemps dans une pièce fermée, une pièce mal aérée, ces micro-gouttelettes ne vont pas rester devant notre visage, mais elles vont petit à petit se diluer dans l'atmosphère de la pièce. Elles vont remplir la pièce et globalement, l'entièreté de l'espace aérique de la pièce peut alors être un vecteur et devenir contagieux. On peut éviter ça, bien sûr, on vous l'a rappelé à de multiples reprises, en aérant, en ouvrant des fenêtres, en ventilant correctement une pièce. Et par ailleurs, outre la ventilation, bien sûr, il y a tout l'impact du port du masque. Le port du masque qui va éviter qu'à la sortie de votre bouche, à la sortie de votre nez, des grosses gouttelettes ne puissent se transformer en micro-aérosols en captant ces grosses gouttelettes avant qu'elles ne se transforment en micro-gouttelettes. En raison du chauffage à l'intérieur, en hiver, nous avons un air intérieur qui est globalement plus sec. Et dans cet air intérieur plus sec, la formation de micro-gouttelettes à partir des grosses gouttelettes se fait plus facilement. Et donc on a plus de risques que dans d'autres saisons, dans d'autres conditions, d'avoir des micro-gouttelettes en suspension dans une pièce. Toutes les recherches montrent qu'à l'extérieur, le risque de contamination est moindre qu'à l'intérieur. La plupart d'entre elles aboutissent à un risque qui est de l'ordre de 10 à 20 fois plus bas, et donc c'est vraiment extrêmement significatif. Ceci est lié aussi au fait que les supercontaminateurs, qui d'habitude d'ailleurs contaminent entre autres par des aérosols, ne sont pas des bons vecteurs à l'extérieur en fonction, on l'a dit, du fait que ces micro-aérosols y sont dilués au contraire de la situation à l'intérieur. On n'a pratiquement pas ce genre de situation de supercontaminateur dans des activités extérieures. Par ailleurs, lorsqu'on est à l'extérieur, l'effet des UV peut jouer un rôle, du moins dans certaines conditions, en dehors du simple fait que les gouttelettes vont se disperser plus rapidement. On peut songer que, bien sûr, l'extérieur, c'est d'une situation parfaite. Ce n'est pas le cas. Un exemple relativement récent et connu a été ce qui s'est passé lors d'un cocktail à la Maison-Blanche, dans la roseraie, au mois de septembre, où de très nombreuses personnes ont été contaminées. Et c'est le cas, on l'a déjà évoqué il y a quelques instants ensemble, lorsqu'on se trouve assis ou debout, près l'un de l'autre, on est en train de parler, on est en train de boire un verre, on tourne la tête vers son voisin, et que ce soit par des grosses gouttelettes ou par ces micro-aérosols de proximité, on peut très clairement contaminer aussi son voisin.
Ce risque de contamination, à l'extérieur comme à l'intérieur d'ailleurs, va être lié au nombre de personnes que l'on rencontre qui sont proches de vous, donc à la densité des contacts et aussi à la durée des contacts. Si on se trouve à l'extérieur, essayez d'appliquer vraiment les mêmes règles que celles qu'on fait à l'intérieur, c'est-à-dire d'être en nombre restreint. Et nous allons voir si les mesures sont prises, qu'est-ce qu'un nombre restreint va vouloir dire à l'extérieur, d'éviter tout ce qui est bondé, de garder vos fameuses distances de sécurité. Par ailleurs, en dehors des activités elles-mêmes, on s'est rendu compte dans différents pays que ce qui entoure les activités est au moins aussi à risque et parfois même plus à risque. Ce qui entoure les activités, c'est aller vers l'endroit de l'activité ou c'est ce qui se passe après l'activité. Aller vers l'endroit de l'activité, c'est entre autres le covoiturage. Et le covoiturage doit se faire avec vraiment toutes les limitations du nombre de personnes et du port de masque entre personnes qui ne sont pas de la même bulle. Très souvent, de ce contexte-là, les moyens de transport en commun peuvent être à moindre risque qu'un covoiturage pris à la légère dans une voiture peu aérée. Restez, si possible, à l'extérieur dans des vrais espaces ouverts, entièrement ventilés. On sait qu'il peut y avoir des tentes, par exemple. Si 3 ou 4 parties de la tente sont enlevées et que l'air circule largement, ça ne pose guère de problème. Si cette tente est globalement fermée et qu'il y a juste un côté qui est ouvert, l'air peut y stagner pratiquement comme dans une pièce et ceci n'est plus une activité à l'extérieur. Ce même genre de risque peut se présenter dans des halls de foire, par exemple, ou d'autres situations. De la même manière, si vous avez entamé une activité à l'extérieur et qu'il se met à pleuvoir, il vaut mieux, sans les embrasser bien sûr, dire au revoir aux personnes présentes plutôt que de les inviter à l'intérieur, où là on va se transformer dans une situation qui est à risque beaucoup plus importante. Autre situation intérieure qui suit parfois une situation extérieure, ce sont des situations comme dans des camps, par exemple, des camps de nuit, dans lesquels on a une activité extérieure et puis on dort dans un endroit intérieur, bien sûr, surtout à l'époque de l'année où nous sommes pour l'instant. Il n'est pas du tout une bonne idée de faire ce genre d'activité. Restons donc à distance à l'extérieur et essayons de porter un masque dans des moments où nous pensons que ces distances ne pourront pas être observées adéquatement. Et un des moments où on ne porte pas de masque, c'est justement dans les activités plus ludiques, comme le fait de boire, de manger. Par définition, à ce moment-là, on va enlever le masque et on va très souvent aussi, entre 2 bouchées de sandwich ou 2 gorgées, parler à son voisin et donc éventuellement le contaminer par les gouttelettes dont on a déjà largement parlé. Donc, si nous pouvons nous retrouver plus nombreux à l'extérieur, et nous verrons ceci dans les heures qui viennent, gardez malgré tout un maximum de précautions pour rendre cette situation bien gérable. Dans les informations scientifiques qu'on voulait vous donner, il y en a concernant l'étendue de la protection de la population par l'acquisition d'anticorps liés à l'infection naturelle, donc pas ce qui est lié à la vaccination. Et dans ce contexte, Sciensano, maintenant, depuis 1 an, en collaboration avec les universités d'Anvers et de Liège, mène une étude de dosage d'anticorps dans des cabinets de généralistes, chez des médecins et du personnel travaillant dans les cabinets de médecine générale. Les derniers échantillons qui ont été testés ont été prélevés entre Noël 2020 et le 8 janvier 2021. Donc c'était avant toute campagne de vaccination. Ils sont le reflet d'une protection naturelle. On voit alors, on constate qu'actuellement à peu près 15%, en l'occurrence 15,1% des généralistes ont des anticorps. Ce n'est pas la même chose dans les différentes parties du pays, puisque en Flandre, il s'agit de 11,3%, à Bruxelles de 18,5% et en Wallonie de 20,4%. Ce profil différent en fonction des régions du pays a déjà été observé, on vous l'a déjà communiqué chez les donneurs de sang, puisque globalement on y a 16%, et 16% ce n'est pas significativement différent de 15%, avec de la même manière une variation régionale, moins de contamination en Flandre,
plus de contamination en Wallonie. Ceci nous montre donc qu'à travers ce que nous avons vécu, les prestataires de première ligne ont un taux de contamination qui est celui de la population générale, que l'emploi des mesures de précaution de type gel hydroalcoolique, masque bien sûr et autres précautions leur a permis de ne pas avoir un surcroît de contamination. Qu'en est-il au niveau des hôpitaux ? À ce niveau-là, nous avons des dosages d'anticorps qui nous montrent que fin janvier, donc de manière très récente, 24% du personnel soignant des hôpitaux a des anticorps. Avant la deuxième vague, donc au mois de septembre, nous en étions encore à 8%, et on vous l'a dit, nous étions montés comme ça entre 15 et 20% dans les dernières études qui avaient été faites. Très clairement, c'est l'impact de la deuxième vague qui continue à se manifester dans ces résultats. Au niveau des donneurs de sang, on a début janvier 2021, donc à nouveau, avant que toute personne puisse être vaccinée, 18% des donneurs qui ont des anticorps. Fin janvier, ce chiffre diminue un peu aux environs de 15%, et il est clair qu'il faut là encore des données complémentaires pour tirer des conclusions. Alors, quelques messages domestiques, j'avais envie de dire, avant de terminer, pour ceux d'entre vous qui vont sur le site de Ciensano, pour ceux qui vont sur les applications de type Lyme Surveille de Ciensano, il est bon de savoir que de longue date, une planification avait été faite de renouvellement du site et qu'il nécessite une interruption de l'accessibilité. Il va être appliqué in fine dans les semaines qui viennent. Et donc, pour votre information, le Ciensano ne sera pas accessible par mail et les sites en question seront inaccessibles ce samedi, donc le samedi 6 mars, de 16h à 20h, le samedi prochain, le 13 mars, de 16h à minuit, et le 3 avril, de 16h à 22h. Donc, c'est jusqu'à 16h, ces jours-là, qu'on pourra consulter les données. Merci pour votre attention et bon week-end. Goedemorgen. De komende weken zullen vele duizenden mensen een vaccinatieuitnodiging ontvangen. Jammer genoeg zullen malafide figuren van deze grootschalige campagne gebruik proberen te maken om mensen financieel op te lichten. Cybercriminelen grijpen elke actualiteit immers aan om de internetgebruiker proberen in de val te lokken. Er zijn trouwens al een aantal fraudeleuze uitnodigingen opgedoken. Wees dus waakzaam voor valse uitnodigingen. Ter herinnering, de vaccinatie van de overheid is gratis en er zal u geen geld voor gevraagd worden. Op de website safeonweb.be staan een aantal tips hoe je een valse uitnodiging kan herkennen. Komt de uitnodiging onverwacht? Ben je al gevaccineerd? Of ben je nog lang niet aan de beurt? Wees dan kritisch en extra aandachtig. Je krijgt steeds een persoonlijke uitnodiging via de post. Als je gegevens gekend zijn, krijg je ook een uitnodiging per sms of e-mail. Als je enkel een bericht krijgt per e-mail of sms, dan is dit verdacht. Je krijgt ook in principe altijd een uitnodiging per brief. Alle uitnodigingen per mail worden verstuurd vanuit hetzelfde mailadres, namelijk noreply@dockler.be. Controleer dus zeker de afzender van de uitnodiging per mail. De uitnodigingen komen op jouw naam en in jouw taal. Als je een bericht ontvangt dat niet persoonlijk aan jou gericht is, is dit verdacht. Je wordt uitgenodigd door de Vlaamse, Brusselse of Waalse overheid. Je krijgt in geen geval een uitnodiging van een van de producenten van de vaccins, bijvoorbeeld Pfizer, Moderna of AstraZeneca. Wat moet je nu doen als je een vals bericht ontvangt? Stuur het bericht onmiddellijk door naar het mailadres verdacht@safeonweb.be. Hoe sneller je het bericht doorstuurt, hoe sneller het kan behandeld worden en hoe minder mensen kans maken om slachtoffer te worden. Je kan ook de afbeeldingen van het valse bericht doorsturen. Klik in geen geval op de links in dergelijke berichten of open geen bijlagen. En vul ook geen gegevens in en tot slot verwijder het bericht. Heb je toch gegevens ingevuld
Vergeet dan niet om je bank en of kaartstop onmiddellijk te contacteren als je bankgegevens hebt doorgegeven. Op deze manier kunnen eventueel frauduleuze banktransacties geblokkeerd worden. Als je een wachtwoord hebt doorgegeven dat je ook op andere plaatsen gebruikt, verander dit dan onmiddellijk. En tot slot, doe aangifte bij de politie. Met deze tips, die je kan nalezen op de website safeonweb.be, geef je malafide praktijken geen kans en kan een vaccinatie in alle veiligheid verlopen. Dank u voor uw aandacht en ik wens u alvast een prettig weekend. Bonjour à toutes et tous. Dans les semaines à venir, des centaines de milliers de citoyens recevront des invitations pour les se faire vacciner. Malheureusement, et cela se constate lors de n'importe quel grand fait d'actualité, des personnes malveillantes vont essayer d'en profiter pour tenter d'escroquer certains d'entre nous avec de fausses invitations. Soit pour leur soutirer de l'argent, et on rappelle que la vaccination est gratuite, soit pour leur extorquer des données personnelles, comme leurs coordonnées bancaires par exemple, ou leur mot de passe. Les autorités ont déjà reçu quelques signalements d'invitations frauduleuses, donc soyons attentifs lorsque nous recevrons une invitation. Le Centre belge à la cybersécurité, le CCB, a rassemblé sur le site safeonweb.be une liste de conseils utiles pour reconnaître une éventuelle fausse invitation. Premier point, l'invitation est-elle inattendue ? Donc, si vous avez déjà été vacciné ou si vous pensez que votre tour n'est vraiment pas pour tout de suite, faites alors preuve d'esprit critique et analysez l'invitation de plus près. Soyez également attentif si vous ne recevez votre invitation que par mail ou SMS. En principe, une invitation personnelle vous sera toujours envoyée également par courrier papier. Les envois SMS et mail sont complémentaires et uniquement pour les citoyens dont les autorités ont ces coordonnées. Pour vos mails, vérifiez l'adresse de l'émetteur. Toutes les invitations envoyées par mail proviennent de l'adresse électronique noreply@docleur.be. Vous serez invité également par les autorités wallonnes, bruxelloises ou flamandes. Il est impossible que vous soyez invité, soi-disant, par l'une des sociétés de production de vaccins. Donc, si vous recevez un mail de Pfizer, Moderna ou AstraZeneca, ce n'est pas une invitation à vous faire vacciner. Enfin, l'invitation sera toujours adressée à votre nom. Donc, une raison de ticket supplémentaire si cette invitation est une invitation générale à l'ensemble de la population ou si il y a une faute dans la manière dont on s'adresse à vous. Que faire si vous recevez une invitation frauduleuse ou un message suspect ? Transmettez immédiatement ce message à l'adresse suspect@safeonweb.be. Donc Safeonweb, c'est SAFEONWEB. Plus vite vous transmettez le message, plus vite il peut être traité et moins il y aura de victimes. N'hésitez pas à mettre également dans ce message une capture d'écran, ce qui permettra de partager ce message suspect éventuellement aux autres citoyens pour les alerter. Ne cliquez pas dans ce message sur le lien, sur un lien éventuel qu'il reprendrait et n'ouvrez pas non plus les pièces jointes qu'il y aurait attachées à ce message. Enfin, ne remplissez aucun détail dans un formulaire et terminez par supprimer le message. Alors, ça nous a tous déjà arrivé de recevoir un mail et de quand même cliquer sur un lien, même s'il ne fallait pas le faire, ou quand même compléter quelques données. Donc, que faire si vous avez malgré tout complété vos données ? Si ce sont des coordonnées bancaires, prévenez votre banque ou CardStop. De cette façon, toute transaction frauduleuse éventuelle pourrait être bloquée. Si vous avez communiqué un mot de passe que vous utilisez pour d'autres sites, il sera temps de modifier immédiatement ce mot de passe utilisé ailleurs. Enfin, si vous pensez avoir été escroqué, déposez plainte à votre zone de police locale. En suivant ces conseils, vous ne donnerez aucune chance aux pratiques frauduleuses et la vaccination pourra se dérouler pour tous en toute sécurité. Et nous allons maintenant passer à la troisième partie de cette
conférence de presse avec les questions reçues de la presse. Nous avons reçu 3 questions aujourd'hui. L'évolution des taux d'infection est-elle toujours un indicateur fiable de l'évolution des taux d'hospitalisation? Pensez-vous que l'augmentation des admissions à l'hôpital va également se stabiliser, comme cela semble être le cas actuellement pour les infections? Alors, comme nous l'avons signalé lors de la dernière conférence de presse, actuellement, par rapport au total des nouvelles infections, on en retrouve 6% au niveau des gens hospitalisés, ce qui est un chiffre qui est stable au cours du temps, et donc nous n'avons pas de raison de penser qu'il y ait une dissociation qui doive se produire dans l'évolution du nombre de nouvelles infections et des hospitalisations. Classiquement parlant, lorsque le taux des infections atteint son plafond et commence à diminuer, nous retrouvons cet impact en ayant une semaine, 10 jours au niveau des hospitalisations, et donc tout laisse penser qu'on devrait avoir la même évolution dans les semaines qui viennent. Is de trend in de besmettingscijfers nog een betrouwbare voorspeller van de trend in de ziekenhuiscijfers? Verwacht u dat de stijging in de ziekenhuisopnames ook gaat afvlakken, zoals het nu lijkt te gebeuren met de besmettingen? Wel, tot nu toe lijken de trends in het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames elkaar nog steeds op te volgen. Als je kijkt naar het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames, dan zie je dat zo'n 6 tot 7% van de vastgestelde besmettingen leidt tot een ziekenhuisopname. En dat bevindt zich nog altijd in die typische verhouding die we al heel lang kennen. Je moet natuurlijk wel opletten, want de kans dat een besmetting leidt tot een ziekenhuisopname hangt ook af van de leeftijdscategorie die het meest getroffen is. En het aantal besmettingen wordt ook bepaald door uw testbeleid. Hoeveel mensen laten zich testen, hoeveel testen worden er uitgevoerd. Maar grosso modo lijken die verhoudingen nog altijd te kloppen. Een golf van besmettingen wordt meestal kort nadien gevolgd door een golf van ziekenhuisopnames. Dat zien we nu ook weer. Vandaar dat we wel een lichte hoop hebben dat, aangezien dat we nu toch een stabilisatie zien in de besmettingscijfers, dat binnen enkele dagen ook gaat gevolgd worden door een stabilisatie in de ziekenhuisopnames. Dat is alleszins toch onze hoop. Het bevestigt wel keer op keer dat wanneer dat we besmettingen kunnen vermijden, we uiteindelijk ook ziekenhuisopnames vermijden en uiteindelijk ook overlijdens gaan vermijden. Dus het goed opvolgen van maatregelen, daarmee kunnen we besmettingen vermijden en op termijn redden we daar mensenlevens mee. Dat wordt keer op keer bevestigd. De ziekenhuisopnames en de patiënten op intensieve zorgen stijgen nu al een hele tijd veel sterker dan de besmettingen. Is dit nu een bewijs dat de Britse variant mensen zieker maakt? Wel, op dit moment hebben we in België geen indicatie dat mensen zieker worden na een besmetting dan wat we vroeger gezien hebben. Het is wel zo dat er een aantal studies zijn uit het buitenland, meer specifiek uit Engeland en nu ook uit Denemarken, die aantonen dat een besmetting met de Britse variant een grotere kans geeft op ziekenhuisopname. Dat werd in Engeland en Denemarken aangetoond. En een iets grotere kans op overlijden. Die data komen vooral uit Engeland. Op dit moment kunnen we dat in België nog niet bevestigen. We hebben geen data die daarop wijzen. Zoals ik al zei, wanneer je kijkt naar het aantal hospitalisaties, dan is dat 6 à 7% van uw aantal besmettingen. Dat is de normale range. Wanneer we kijken in de ziekenhuizen, zien we dat de gemiddelde lichtduur van patiënten niet is verlengd. Het percentage mensen dat op intensieve zorgen ligt, is lichtjes toegenomen sinds begin februari. We kwamen van 18%, ondertussen zitten we bijna op 22%. Dat wil zeggen 22% van de patiënten die opgenomen of die in het ziekenhuis liggen op intensieve zorgen. Dat is een lichte toename, maar nog altijd binnen een range die we ook van vroeger kennen. Op een gegeven moment is dat zelfs 30% geweest tijdens de zomer.
Nu, waarom neemt het percentage licht toe? Dat weten we niet 100%, want er zijn een aantal factoren die daar ook een rol kunnen spelen. Zoals bijvoorbeeld het feit dat er nu veel minder mensen uit woonzorgcentra worden opgenomen in de ziekenhuizen. Het bedraagt minder dan 4% van het totale aantal opnames. Niet zo lang geleden was dat 20%. Mensen uit woonzorgcentra blijven meestal liggen in de algemene bedden. Men gaat die mensen minder snel doorverwijzen naar intensieve zorgen, omdat hun toestand meestal al te fragiel is. Doordat er nu minder mensen uit woonzorgcentra in de ziekenhuizen liggen, kan het zijn dat de verhouding tussen intensieve zorgen en algemene bedden wat verhoogt. Dus dat is een mogelijke alternatieve verklaring. We wachten daar vooral nog op meer bijkomende data die in de komende weken gaan komen. Les admissions à l'hôpital et le nombre de patients en soins intensifs augmentent beaucoup plus vite que les infections depuis un certain temps déjà. Est-ce la preuve que la variante britannique rend les gens plus malades? Alors, il existe des données internationales dans deux pays, l'Angleterre d'une part et le Danemark d'autre part, qui tentent à montrer cela. Ces deux pays ont eu, et ceci est publié, une expérience dans laquelle le taux d'hospitalisation et de maladies graves liées à la variante dite britannique était plus importante que par rapport aux précédents variants. Dans l'expérience anglaise, d'ailleurs, il y a la notion qu'il y a aussi une mortalité plus importante que par rapport aux anciens variants. Actuellement, dans notre pays, ceci n'est pas clair, ceci ne transparaît pas de manière claire des données épidémiologiques que nous avons. On sait que ces derniers temps, le taux d'hospitalisation aux soins intensifs a un peu augmenté de 18% du total à 22%. Cette augmentation a déjà été observée dans d'autres moments de l'épidémie, entre autres l'année passée. Elle est même montée jusqu'à 30% par moment. Donc ceci reste dans un range que nous avons déjà connu. Et il est possible que différentes évolutions dans les taux d'hospitalisation de différentes tranches d'âge, comme celle des patients de maisons de repos, par exemple, qui a fortement changé, puissent intervenir dans ce pourcentage. Donc, notion internationale, oui. Notion en Belgique et application à la Belgique, pour l'instant, peu évidente. Quel est le taux d'anticorps moyen atteint après la première dose de vaccin et puis de la deuxième? Alors je pense qu'il faut éclaircir les choses. Le taux d'anticorps n'a guère d'intérêt à être connu tel quel. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pour l'instant une notion du taux d'anticorps qui soit protecteur. Et qu'en plus, les différentes études faites par les différentes firmes n'ont pas été faites avec les mêmes techniques chez les mêmes types de patients. Et donc, on ne peut pas comparer les taux d'anticorps. Je pense qu'il faut comparer, c'est l'impact du vaccin sur la santé, sur différents marqueurs, bien sûr, depuis le fait de faire des infections symptomatiques ou d'être hospitalisé ou d'avoir des infections sévères. Et là, on peut résumer les choses telles que je vais le dire maintenant, au vu des notions à la fois des études cliniques et de la vraie vie sur le terrain. Au niveau des études cliniques, si on reprend les vaccins à ARN messager, donc le vaccin de Pfizer ou de Moderna, on sait qu'ils offrent une protection, une protection au bout d'une douzaine de jours, disons à peu près au bout de 2 semaines, de 14 jours. Que pendant le temps qui s'écoule entre ces 14 jours et l'injection suivante, à J21 ou à J28, ces vaccins nous donnent une protection de plus de 80%, globalement parlant. On sait aussi qu'en ayant les 1 à 2 semaines après la deuxième injection, on a une protection dans les études cliniques de l'ordre de 94 à 95%. Si on s'intéresse toujours aux études cliniques et qu'on reprend le vaccin AstraZeneca, on commence à observer une protection au bout d'à peu près 3 semaines. Et dans le temps qui s'écoule entre les 3 semaines et la 12e semaine, qui est le moment où la deuxième dose sera administrée, à peu près 3/4 des patients ont une protection contre les formes cliniques et les formes importantes de la pathologie.
Si on vaccine après ces 12 semaines, donc ces 3 mois, on observe à ce moment-là une protection qui dépasse les 80%. Ça, ce sont les données sur les études cliniques. Ce qui est le plus important pour un vaccin, c'est la manière dont il protège la population dans la vraie vie. Et la vraie vie, ce ne sont pas des gens qui sont des volontaires. Dans les études, bien sûr, ce sont les indicateurs qu'on a nécessaires pour valider l'activité d'un vaccin, mais c'est une population qui a des comorbidités diverses, qui est dans un monde qui vit différemment que les gens qui sont encadrés dans les études cliniques. C'est ce qu'on appelle en anglais l'effectiveness, c'est l'efficacité sur le terrain. Et nous avons la chance de disposer maintenant, depuis une dizaine de jours, de 2 grosses études d'efficacité sur le terrain, je dirais même de 3 grosses études d'efficacité sur le terrain. Une de ces études est une étude qui est faite en Israël sur l'efficacité des vaccins à ARN messager. Et ces vaccins à ARN messager nous montrent qu'ils ont, et en l'occurrence il s'agit du vaccin Pfizer pour Israël, nous montrent qu'ils ont, dans l'espace entre la première et la deuxième dose, une efficacité qui dépend un petit peu des groupes d'âge, mais qui se trouve dans un range aux environs des 60-70%. Et que ceci augmente à plus de 90% après la deuxième injection, retrouvant le type d'efficacité des études cliniques. Si on reprend l'expérience anglaise et écossaise, je dirais plus riche pour nous parce qu'elle donne à la fois des valeurs pour les vaccins ARN messagers et pour le vaccin AstraZeneca. Que retrouve-t-on? Eh bien, on retrouve qu'après une dose de tous ces vaccins, que ce soit l'AstraZeneca ou les ARN messagers, on a une protection de l'ordre de à peu près 75, 80% sur tous les groupes d'âge, y compris les gens de plus de 70 ans, y compris les gens de plus de 80 ans, donc les plus fragiles. Et l'important, je pense, c'est souligner ce point, c'est qu'actuellement, dans la vraie vie, quelles que soient les tranches d'âge, tous les vaccins se valent. Il n'y a pas de vaccin plus ou moins efficace. Ils donnent tous le même niveau de protection par rapport aux infections symptomatiques, aux hospitalisations, finalement, à ce qui est important. Wat is het gemiddelde percentage antilichamen na een eerste vaccindosis en wat na de tweede dosis? Wel, in klinische studies is het zo dat na die tweede vaccindosis de meeste mensen, ruim meer dan 90%, aantoonbaar antistoffen hebben ontwikkeld. Na de eerste dosis is dat meestal een stuk minder. Maar we willen er wel even op drukken dat dat resultaten zijn van klinische studies, meestal zelfs van fase 2 klinische studies. Die worden gebeurd met gestandaardiseerde testen die specifiek gevalideerd zijn voor detectie van antistoffen tegen het vaccin. Het is zo dat het weinig zin heeft om dat te gaan opvolgen in het veld, in real life, als een soort van graadmeter voor de werkzaamheid van het vaccin. We weten dat wanneer dat je bijvoorbeeld oude, fragiele mensen gaat vaccineren, sommige van die mensen geen aantoonbare antistoffenrespons gaan ontwikkelen. Maar dat wil niet zeggen dat zij daarom geen reactie hebben op het vaccin of geen immuniteit hebben ontwikkeld. Onze immuniteit is immers veel breder dan antistoffen alleen. Er worden ook T-cellen gestimuleerd, B-cellen. En dat zijn zaken die je typisch niet direct gaat meten met een antistoffentest. We weten dat antistoffen soms gemeten worden na vaccinatie en dat men soms tot negatieve resultaten komt bijvoorbeeld. Men is dan verwonderd. We willen daar nog even op drukken dat men heel goed moet opletten welke testen men gebruikt, want de testen zijn niet allemaal even gevoelig. En er zijn ook antistoffentesten op de markt die niet werken voor het detecteren van antistoffen tegen vaccins. De antistoffen die opgewekt worden door het vaccin zijn antistoffen tegen het S-eiwit. Sommige ELISA's, sommige antistoftesten kunnen dat detecteren, maar andere niet. Er zijn ook antistoffentesten die enkel antistoffen detecteren tegen het N-eiwit. En dit N-eiwit zit niet in het vaccin. Nu, wat is wel belangrijk voor de evaluatie van vaccins in het veld en in klinische studies? Dat is meten in hoeverre zij daadwerkelijk beschermen tegen ziekte.
In een klinische studie spreken we van efficacy. In real-life omstandigheden, onder echte omstandigheden, spreken we van effectiveness. En daar weten we dat 1 dosis vaccin reeds een vrij goede werkzaamheid induceert. In de klinische studies met een RNA-vaccin, Pfizer of Moderna, vanaf dag 12, na de eerste dosis, kan je al een werkzaamheid verwachten. En die ligt ergens in de range van 85 tot 90% bescherming. Bij het AstraZeneca-vaccin kan je die eerste bescherming reeds verwachten na 3 weken. En die bedraagt zo'n 75%. Wanneer je een tweede dosis geeft, verhoogt de beschermingsgraad. Voor de RNA-vaccins, Pfizer, Moderna, is dat 94%. Voor het AstraZeneca-vaccin, op voorwaarde dat er 12 weken tussen de eerste en de tweede dosis zitten, is dat iets hoger dan 80%. Dat zijn de gegevens van de klinische studies, de efficacy data. Ondertussen hebben we ook real-life data. En dat zijn misschien nog belangrijkere data dan die klinische studies. Want klinische studies die gebeuren onder ideale, gecontroleerde omstandigheden. Alles wordt tot op de puntjes opgevolgd. In real life kunnen er een aantal zaken misgaan met de distributie van het vaccin, met de toediening. De mensen die het vaccin krijgen zijn zeer divers en daar zitten ook hele oude, hele fragiele mensen tussen die een heel zwak immuunsysteem hebben. Dus het is normaal dat in real life die werkzaamheid, die effectiveness, wat lager ligt dan de efficacy in klinische studies. Wanneer we nu kijken naar de data die we al hebben vanuit Israël, Engeland en Schotland, zijn dat eigenlijk schitterende data. Na 1 dosis zien we dat alle vaccins minstens 80% bescherming geven. En dit ook bij oude, fragiele mensen. En wat het ook belangrijk is, er zijn nauwelijks verschillen tussen de vaccins. Pfizer, Moderna, AstraZeneca presteren allemaal even goed. AstraZeneca doet helemaal niet onder voor de RNA-vaccins. Dat zijn heel belangrijke data, heel belangrijke bevindingen. En eigenlijk overal heel goed nieuws. Bedankt iedereen. Merci à tous. Un bon week-end. On se retrouve mardi pour la prochaine conférence de presse à 11h. D'ici là, portez-vous bien. Rappelez-vous aussi que vous pouvez voir qui vous voulez, mais faites-le à l'extérieur et en respectant les règles d'or. Bon week-end.